Chapitre 2. 20 000 lieues, plusieurs points, sous l'escalier. Quelques années ou quelques mois plus tard, je mesurais mal le temps. Les Indiens disparurent de mon existence et Jules Verne y entra. Pour d'obscures raisons familiales, compréhensibles seulement par les grandes personnes. Mes parents habitaient maintenant à Paris dans un grand immeuble neuf près de l'Étoile. Ils en occupaient 2 appartements, situés à des étages différents. Celui où se trouvait ma chambre était au 8e. De mon lit, j'apercevais la tour Eiffel et le soir je m'endormais, hypnotisé par le rythme répétitif de la publicité lumineuse qui s'étalait en lettres énormes sur toute la hauteur de la tour. Des guillemets, CI, Citro, Citroën. Un arrêt bref, et puis à nouveau, Citro, Citroën. Je pense jusqu'à l'aube. Le matin, à mon réveil, la tour était redevenue une grande dame grise, perdue dans la brume du fleuve, et ne se permettait plus aucune fantaisie. Citroën, plusieurs points, je ne savais pas ce que cela signifiait. Citro et CI, pas davantage. Mais la succession des périodes de lumière et d'obscurité, le soir, me donnait mal à la tête, et quand venait la nuit que je n'avais pas sommeil, je me cachais sous mes draps pour échapper à ce harcèlement. Je fuyais en pensée, mais c'était inutile. Les lettres me poursuivaient, me rattrapaient. Je savais bien qu'elles finiraient par m'endormir, alors je les haïssais, tout comme je détestais le jour, et la répétition régulière des grands placards publicitaires qui défilaient sur les parois des tunnels du métro, du beau, du bon, du bonnet, du beau, du bon, du bonnet, etc. Il rompait la monotonie du parcours par une autre monotonie et accompagnait le bruit métallique syncopé causé par le choc rythmé des essieux frappant 2 coups à chaque jonction des rails, et aussi celui des accélérations successives de la locomotrice au départ de chacune des stations. Ces bruits discordants, ces mouvements brusques, ces éclats de lumière, et même la rumeur de la ville en fond sonore, tout cela me perturbait et me déplaisait. Sans doute parce que j'en étais agressé et que j'en souffrais sans en avoir conscience. Oh, je ne sais plus si je suivais des cours ou non à cette époque. Je me rappelle seulement que j'étais souvent seul. Je revois des domestiques sans visage, s'occupant de moi le matin et m'accompagnant pour descendre un large escalier carrelé qui n'en finissait pas. Nous nous arrêtions au 2e étage, où se trouvait le studio de mes parents. J'avançais alors seul, le long d'un couloir sombre qui sentait le renfermé et me faisait un peu peur, jusqu'à une large porte en bois exotique à double battant qui ouvrait sur un hall éclairé
électriquement. Il donnait sur des cuisines et d'autres pièces de service. En face de l'entrée, par une autre porte, encore plus monumentale, on avait accès au studio. C'était un immense cube creux, de couleur verdâtre, vert jade. Un atelier d'artiste, dont la façade nord, entièrement vitrée, donnait à l'infini sur des toits et des terrasses. Les parois latérales étaient des murs aveugles. Celui de gauche était barré en oblique par un escalier menant à un étage en mezzanine où se trouvaient chambres et salles de bain. Sur le mur opposé, des miroirs agrandissaient encore la pièce dont les dimensions étaient impressionnantes. Ils reflétaient un mobilier résolument moderne. Une table massive en macassar recouverte d'une vitre épaisse. Des fauteuils profonds, un canapé-lit, un piano à queue dans un coin, quelques chaises, une table basse en laque noir, socle probable d'une divinité asiatique, portait un globe terrestre translucide. Un lampadaire bas en métal chromé projetait au plafond les lumières d'un puissant réflecteur. Une moquette épaisse, vert d'eau, étouffait le bruit et feutrait le murmure des conversations. L'ensemble était luxueux, sans ostentation, confortable et apaisant. Ma mère m'ouvrait la porte et m'embrassait. Elle était petite, pâle de teint, avec de grands yeux noirs mélancoliques, souvent cernés. Elle avait un visage triangulaire d'intellectuel. J'ai su, plus tard, qu'elle était journaliste et tenait la rubrique théâtrale d'un journal politiquement engagé. J'aimais son parfum et elle, je la trouvais très belle. Mon père était rarement présent et c'était bien ainsi. J'aimais mieux avoir ma mère pour moi tout seul. Il était grand, se tenait droit, portait la moustache et parfois un monocle. Il ressemblait au militaire qu'il était. Il marchait en s'aidant d'une canne et boitait légèrement, séquelle d'une blessure de guerre. Il parlait la plupart des langues européennes sans accent. Il était habituellement taciturne. Aussi, son beau-père disait-il de lui, avec humour, « J'ai un gendre qui est un polyglotte très complet. Il se tait en 9 langues. » J'entrais dans le studio. Ma mère m'y accompagnait. Nos effusions duraient peu. D'abord, je n'aimais pas qu'on m'embrassât, et ensuite ma mère disparaissait très vite après m'avoir confié à une personne dont les occupations essentielles semblaient être de ne rien faire d'autre que de se tenir assise le dos très droit sur une chaise, un livre en main, et de tenir les yeux à intervalles irréguliers pour vérifier si j'étais toujours là. J'y étais, allongé sur la moquette, jouant avec des petites voitures, ou des soldats de plomb, ou encore plus souvent niché sous l'escalier de la mezzaline, dans un recoin confortable, dont un côté était occupé par un grand aquarium à fond de sable beige,
éclairée électriquement. C'était pour moi la tourelle d'observation sous-marine du Nautilus. J'y passais des moments merveilleux, enfouis dans les coussins couleur de vagues, à suivre le lent déplacement de quelques poissons exotiques, multicolores et multiformes, qui passaient dans l'eau tiède entre les lianes opalines et les varechs verts des forêts sous-marines que j'imaginais. Dans un angle de l'aquarium, à l'affût, derrière un coquillage en ciment, un petit poisson bleu électrique au mouvement brusque devenait pour moi un féroce requin-tigre, guettant le passage de quelques scalènes triangulaires venues des profondeurs abyssales. La réflexion de miroirs latéraux, en multipliant l'image des poissons, donnait l'impression de bancs innombrables. J'étais le capitaine Nemo. Je m'originais le requin-tigre. J'essayais ensuite d'attirer son attention en tapant du doigt des coups secs sur la vitre de l'aquarium. Il n'en avait cure. Alors je m'indignais, sans succès de sa férocité. Puis je devenais philosophe. On m'avait dit que dans la mer, les gros poissons mangeaient les petits. Eh bien, puisqu'il n'y avait plus rien à faire, je me calmais et apaisé par le murmure berceur et la vision pacifiante des bulles d'air qui montaient en colonne conique vers la surface, je poursuivais mes rêves. Tout cela était pour moi synonyme de calme et d'harmonie. Je jouais ou je rêvais. Ça, c'était la vraie vie.